Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, bonsoir. Déjà, toutes mes excuses, si je puis me permettre, si je puis m'exprimer ainsi, il a fait tellement chaud. Nous sommes en pleine canicule, même si on ne le dit pas, même si les médias ne le disaient pas. Cette chaleur dans Paris, très chers compatriotes, en plein mois de septembre, c'est du jamais vu. Mais quand je vous dis du jamais vu, très chers compatriotes, en plein mois de septembre, il fait très chaud. Donc ça veut dire tous les programmes que nous avons. Oui. Et surtout que Paris, on est en train de dire en ce moment, c'est du Covid. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comme je vous l'avais dit ce soir, il se passe tellement de choses dans la diaspora, mais je l'avais dit plusieurs fois, mon okonanganga. Mon okonanganga. Et je l'ai dit plusieurs fois, ça va barder, beaucoup bomana, beaucoup fingana, beaucoup. J'ai pas envie d'être vulgaire ce soir, mais comprenez que nous n'avons plus de diaspora, je l'ai dit. Bonsoir très cher oncle, bienvenue dans Eva Cachot. Eh bien oui, parce que vous savez, monsieur Météo, mais oui. Je vais directement passer dans le vif du sujet. J'ai parlé du professeur tout à l'heure, Félix. Il se passe tellement des choses en Afrique en ce moment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous devons nous poser des questions. L'Afrique. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe au Niger. L'Afrique centrale, nous avons eu des élections qui se sont passées par Biya. Au Cameroun, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu ce qui s'est passé, très chers compatriotes. Ouf! Cette belle Afrique. Ce berceau de l'humanité, comme disait Chirac. Qu'avons-nous fait au bon Dieu, très chers compatriotes? Mais, pour cette question, j'ai voulu m'adresser ce soir à un compatriote qui est passé plusieurs fois dans Eba Cachot, le professeur Félix Bukunda Fele. Très chers compatriotes, vous savez, on s'est dit des choses. On s'est dit des choses. Moi, j'avais dit, quand j'ai commencé Bakacho dans 3 ans, si nous ne nous organisons pas, nous allons laisser le boulevard au PCD. Et nous y sommes. Et aujourd'hui, on veut reprocher les gens de repartir. Bonsoir, bonsoir, grand frère. Comment vas-tu? Content de t'avoir. Je vais bien. Je suis déjà le plan départ. Ben oui, ben tout le monde t'attend. Donc, Ou bien on peut enchaîner si tu veux, hein. Moi, je suis prêt, moi. écoute, allons-y. Parce que, bon, voilà. Mais voilà. Mais écoute, si par hasard, ça coupe les appels en tarif fixe, hein. D'accord, Et ben. puis, mis à côté disant c'est branché. Donc, ça devrait ne pas. Monsieur le professeur, je comprends pas. Cette Afrique. Ouattara qui nous disait qu'il ne pouvait pas changer la constitution parce qu'il fallait donner une chance aux jeunes. Comment nous nous retrouvons dans cette situation? Parce que, tel que nous sentons les choses, Abidjan risque de péter. Monsieur le professeur, bienvenue dans Eba Cachot. Merci, c'est. Voilà. C'est toujours avec plaisir, Michel. Voilà. On vous écoute, monsieur le professeur. Oui, c'est toujours avec plaisir hein, que j'arrive à les Bakacho. Alors, par rapport à la question. Cher Bob,
On vous On écoute. a l'impression que l'Afrique est mal barrée. Je vais vous faire un petit aveu. Et contrairement à la position de la plupart des Africains, moi j'ai un fait pour Ouattara. Les lendemains qui ont suivi, donc, disons, son avènement au pouvoir, très facilement, disons, les gens ont assimilé, disons, la façon dont il est arrivé, c'est-à-dire avec effectivement le soutien des forces françaises, comme, disons, la forme la plus parfaite de la France-Afrique. On a assimilé, disons, la situation, disons, de Ouattara à celle de M. Sassou Nguesso, ce qui est totalement faux. Voilà. Et c'est pour vous dire combien je suis déçu de ce qui arrive. Moi, j'ai acclamé quand il avait annoncé en mars que il n'a pas pris un autre mandat. Parce que je me disais, Dieu merci, il ne m'a pas confirmé l'image ou l'idée que la plupart des Africains se sont fait de lui, en disant que c'était un dictateur. Mais là, quand il a changé, j'étais déçu, profondément déçu. En disant, mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Après avoir annoncé lui-même qu'il ne briguerait pas, qu'il laisserait la place aux plus jeunes, et puis là, patatras, il change de... J'ai ma petite idée. Je pense que, contrairement à ce qu'il a dit, que c'était justifié, disons, par la mort de son premier ministre et que c'était considéré comme une force majeure, non, je pense qu'il a changé d'avis parce qu'on a dédié quand des candidats. Je le soupçonne également de pouvoir, pour le pouvoir, c'est une hypothèse de fonder, de ne pas aller au-delà d'un certain temps s'il est élu. Et je pense que c'est la garantie qu'il va donner à certains de ses partenaires, notamment la France, en disant par exemple que ben oui, je ne serai pas là économique et disons reprendre le pouvoir. En raison de la négociation de la crise, justement, de la mort de Wally. Parce que, ma chère, avant la mort de Wally, l'économie ivoirienne est parmi brillante. Et au lendemain, c'est-à-dire avant la mort de Wally, le premier ministre, c'était Ouattara. Et quand, disons qu'au nom des est arrivé, c'était la déchirure, c'était la descente aux enfers. Voilà. Il était un groupe incompétent, les gens le savent peut-être pas. En plus, il était en train de déchirer la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait, disons, quelque sorte, disons, la force, disons, de Ouattara au lendemain, disons, du coup d'État de Gueye en 99, c'est le fait que, disons, du coup, les Ivoiriens étaient en train de regretter, disons, la période brillante de la Côte d'Ivoire avec Ouattara au pouvoir. Et plus la situation, disons, se dégradait, plus on rejetait, parce que n'oublions pas qu'on avait dépassé 2 fois des listes en disant qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il est burkinabé. Ce n'est pas faux. Ouattara est d'origine burkinabé. Donc, du coup, finalement, comme un peu partout, Ouattara devenait victime. Et donc là, effectivement, disons, les Ivoiriens ont commencé à le regretter. Et contrairement à ce que je disais quand Ouattara avait été élu de 2010, de la fin de l'année 2010. Ouattara avait été le véritable élu de 2010. Ce n'était pas, disons, par beaucoup de gens l'ont soutenu. Certains m'ont demandé parfois, je m'excuse parce que je prononce un peu plus, j'ai élargi la question pour bien expliquer effectivement. Certains m'ont souvent demandé, mais monsieur Félix, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Ouattara qui avait emporté les élections de fin 2010? Je dis, mais celui qui me fait la démonstration, c'est pas pour lui-même. Monsieur le professeur, Ouais. en vous écoutant, effectivement, j'ai eu 3 à 4 belles émissions avec vous. Je vais revenir sur la bolle de Mitterrand. Est-ce que vraiment l'Afrique était prête pour 88 quand Mitterrand avait dit « Nous sommes prêts pour la démocratie » parce que j'ai l'impression que toute la poisse de l'Afrique est partie de là. Ah, vous avez rigolé, vous voyez. Non, parce que j'ai l'impression, parce que depuis 88, 88, c'est moi, c'est l'année où je suis arrivé en France en 87. Précisément, c'était en juin 90. Ouais, juin 90, donc effectivement, j'ai eu ce petit moment en 87, j'avais 20 ans, donc c'est pour dire, donc nous avons suivi ça 20 ans,
Nous avons eu, bon, l'espoir de l'Afrique, c'était ça. Mais l'Afrique est dans un état piteux. La situation du Mali, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Le Mali, les militaires, les coups d'État. Aujourd'hui, on n'assassine plus les gens. Aujourd'hui, c'est, bon, ben voilà, des coups d'État. On chasse les chefs d'État élus démocratiquement, même si nous ne sommes pas dedans. Mais comment ce désordre aujourd'hui, le peuple africain en train de le regarder? Monsieur le professeur, je vous parle au fond du cœur, hein, vous savez ce que j'en pense. C'est une question pertinente, une fois de plus, mon cerveau, vous avez bien déposé. Vous savez, quand, disons, Mitterrand, qui en juin 90, en recevant, disons, le chef d'État africain, que, ben, il fallait, disons, s'ouvrir. Bon, contrairement à ce que les gens disent, il n'a pas dit de façon absolue, il avait dit qu'il était temps que, disons, l'Afrique s'ouvre à la démocratie. Ce n'était pas impératif pour dire que non, mais il avait dit qu'il était temps que, disons, l'Afrique s'ouvre. Bob, je vais dire quelque chose, disons, pour bien expliciter le contexte. 60, 90, 30 ans. 60, 90. Quand je dis 60, c'est les années des indépendances, disons, des États d'Afrique francophone. 90, c'est effectivement le sommet de la Baule, 30 ans après. Ce qu'il faut préciser, mon cher Bob, c'est que Mitterrand ne le dit pas uniquement en pensant, disons, je vais dire, disons, à l'Afrique. Mitterrand le dit parce qu'il a une culture historique. Il sait qu'en 1960, quelques années avant, le général de Gaulle, se rendant compte que nous étions dans un autre contexte, a dit qu'il fallait arriver aux indépendances. Sinon, certains pays africains auraient basculé vers le bloc de l'Est. Donc, Mitterrand fait quand on arrive en 90 que le mur est tombé, le fameux mur de Berlin est tombé. Et que les enjeux de 90 ne sont pas les mêmes que les années disons, les années qui avaient précédé. Donc il fait une lecture historique en disant, si je n'anticipe pas, eh bien là également ça va aller dans tous les sens. Voilà ce qu'on appelle effectivement, disons, je veux dire, disons, les dirigeants, disons, bien inspirés, qui ont une longue expérience à politique. Je vais m'arrêter là. Ça va aller. Je précise encore, parce qu'une question importante que celle que vous avez posée, et je dis encore ceci, avant de répondre à la question. 90, 60, 90, ça fait 30 ans. 90, 2020, ça fait également 30 ans. Mon cher Bob, j'ai écrit, disons, une lettre au président de la République d'ici. Monsieur le Président, disons Macron, pour dire qu'il était temps. Et je lui ai rappelé effectivement, disons, 60, 90 et disons 2020. Quand le professeur Sekanta Diop écrit ses ouvrages, disons, sur l'Afrique postcoloniale, il dit que le génie du général de Gaulle avait été de délier les liens avant qu'il ne rompe. C'est-à-dire que si de Gaulle n'avait pas fait, les liens auraient rompu entre les colonies et la France. Si Mitterrand l'a fait en 90, c'est parce qu'il avait su lire également entre les lignes. Et j'ai dit au président Macron, si vous n'anticipez pas, vous êtes très jeune, vous avez le temps de vivre encore 20-30 ans, plus tard vous regretterez de n'avoir pas su lire entre les lignes. Parce que la jeunesse africaine, de façon inconsciente, est déterminée pour dire qu'il est temps que ça change. Et il lançait, disons, tu connais cette très belle phrase de Francis Bacon, on demande à la nature qu'on lui obéissant. Sinon la nature vous écrase. Donc pour revenir à ta question, mon cher Bob, bon, il y a eu tout un débat en 90, effectivement, quand le président Mitterrand décide ce que tu as rappelé à la Baule et que, disons, le président Chirac se rend en Côte d'Ivoire pour rencontrer des Boigny. Il contredit Mitterrand en disant que non, l'Afrique n'est pas mieux à la démocratie, pour la démocratie. Et le prix Nobel, disons, littérature, Wolsenka, un Nigérian, lui a dit, mais enfin, depuis quand est-ce que l'Afrique a été mieux pour la dictature? Si on n'est pas mieux pour la démocratie, en fait, tout le monde peut constater qu'on n'est pas non plus mieux pour la dictature avec tout ce que l'on constate en Afrique. Moi-même, j'ai eu à citer plusieurs fois, disons, Wolsenka. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans après, on peut esquisser un bilan, c'est-à-dire revenir à la question que tu as posée pour nous.
J'étais en train de rire parce que j'ai fait, disons, une note après la mort du président Pascal Lissouba. Et j'ai commencé par cela. Le premier paragraphe, la première phrase, disons, ma réflexion était intitulée une expérience politique congolaise, Pascal Lissouba, l'éternel accabé. Et j'ai commencé par là, en disant, bon voilà, quand on se sont découlés, quand on regarde effectivement, disons, les épisodes qui ont émaillé le premier, disons, le mandat, l'unique mandat démocratique, il faut le dire, parce que peut-être que la plus grande partie de nos compatriotes ne le savent pas, le président, il pouvait arriver au pouvoir en 1971. Il était un candidat unique. Donc c'était ce qu'on appelle, disons en loi, une élection confirmation. Quand il est candidat unique, même quand c'est 2%, il est élu. La première et unique élection disputée qu'on a eue dans ce pays, c'est 92. La première et unique. Tout le monde sait que depuis 97, bon, on a fait une comédie, un descente au Congo. Une comédie. Même des enfants qui disent savent que, voilà, mais on arrivera peut-être à cette question, je n'en suis pas. Bon, donc voilà comment le premier mandat commence. Donc pour ceux qui ont lu, disons, cette petite réflexion qui est diffusée sur Mediapart et dans le site congolais, enfin, voilà le premier président qui est élu et qui n'arrive pas à gouverner. Nous savons tout ce qui s'est passé. Je ne retrace pas ici. Bon, le PCD et, disons, le NCD, c'était un peu comme l'extrême droite et puis l'extrême gauche. Si je me permets une caricature. Et puis, bon, voilà, on arrive à tout ça. Bon, je ne reviens pas sur ça, puisque c'est pas le... Mais le seul mandat démocratique qu'on a eu dans ce pays démontre qu'il y a un problème. Donc, je peux me permettre, sur la base de cela, pour ne pas trop prolonger, d'introduire la nuance, disons, disons à la phase de Wall Street pour dire que la question se pose quand même. En tout cas, nous n'avons pas fait la démonstration d'une maturité dans l'exercice de la démocratie. Au Congo et ailleurs, le cas du Mali, tu l'as posé. Quand je vois certains de nos compatriotes africains en train de défendre les militaires, je dis, mais enfin, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? La première, je veux dire, disons, au lendemain de la pause, justement, la première élection a eu lieu au Mali en 92, avec l'élection du président Konaré. De 92 donc à 2012, donc 20 ans, 2 décennies, il y a eu 2 alternances. On a fait ses 2 mandats et ensuite, ben oui, il s'en va, bon, même si on sait qu'il a voulu s'en détruire également, il avait déjà voulu briguer un 3e mandat, mais les gens sont partis, avaient dit non. Bon, arrive donc ATT qui avait donc renversé Moussa Traoré, qui avait, disons, baigné, disons, une manifestation des Maliens dans le sang. Bon, donc, voilà, il fait la transition qu'on a été élu et après ces 2 mandats, ben, ATT se présente, il est également élu. Et, c'est bien ceci, mon cher Bob. Après avoir exercé ces 2 mandats, le président Toumani Touré, il annonce qu'il ne briguera pas un autre mandat et il respectera la limitation des mandats. On est à moins de 2 mois de la présidentielle. À moins de 2 mois, en 2012. Les militaires font un coup d'État. Le coup d'État le plus imbécile du monde. Comment peut-on faire un coup d'État contre quelqu'un qui a décidé qu'il va partir? C'est la question que j'ai... Comment peut-on faire un coup d'État contre quelqu'un qui a dit qu'il doit partir? Mais c'est la question que j'ai... C'est là l'œuvre des militaires. C'est la question que j'ai posée. Les Africains oublient que l'IPK, c'est le premier coup d'État des militaires. Oui, mais aujourd'hui, les coups... Mais professeur, les coups d'État ont changé. Aujourd'hui, nous avons vu aujourd'hui le Mali. C'est inédit. Un coup d'État, dans un président, aucun mort. Le président a été évacué sanitairement. Et puis bon, aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve face à une situation. Mais la CEDEAO, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Parce que la CEDEAO, on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment la CEDEAO est là pour les peuples? La CEDEAO et même à l'Union africaine, l'intervention des militaires dans la vie politique sera toujours une très mauvaise chose. Toujours. Retiens. Les militaires d'aujourd'hui ont oublié que si on est à IDK, c'est parce qu'il y avait eu le capitaine Sanogo en 2012 qui a renversé le régime démocratique, mais qui a renversé le régime démocratique. Le Mali et le Bénin étaient les 2 exemples, les 2 modèles, disons, d'une transition démocratique réussie.
Donc ceux qui ont bousculé le système sont les militaires. Et aujourd'hui que les Africains se mettent à dire encore, oui, il faut des militaires. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui a pas revenu tout le temps? Ce sont les militaires qui ont mis le système, disons, démocratique, disons, malien, et je veux dire en otage, qui l'ont mis en difficulté. Ce sont eux qui ont été à l'origine, effectivement, disons, de cette tragédie, ou disons, de ce virage, je veux dire, dramatique. Donc on ne vient pas dire qu'aujourd'hui ce sont, disons, des militaires qui sont non. Contrairement à ce que disent les gens, non, bon, mon point de vue est que, regarde, si les militaires, déjà, moi, le fait qu'ils ont fait cette intervention, je n'accepte pas. Mais si les militaires s'étaient bornés à dire, oui, on a fait ceci, maintenant, on laisse les civils venir. Déjà là, c'est critiquable, mais je redis, bon, à la limite, bon, pourquoi pas. Quand on voit tout ce que l'on voit, disons. Mais moi, je me dis, il faut qu'à un moment, disons, bon, on laisse le système, disons, le droit, disons, je veux dire, disons, corriger les situations. C'est pas aux militaires. On sait les militaires interdire maintenant. Qui les interdira demain de le faire demain avec eux? Et je peux te jurer que tel que c'est parti, nous ne sommes pas au dernier épisode. Nous ne sommes pas au dernier coup d'État, disons, en Mali. Il y en aura d'autres parce que les militaires supposeront toujours que oui, leur histoire le démontre. Bon, écoutez, Moussa Traoré a fait pour perdre son âme parce qu'il est décédé hier. Il a fait un coup d'État en 68. ATT a fait un coup d'État, disons, en 91. Bon, ça on peut le féliciter parce qu'il interdit après en 25. Bon, Sanogo l'a fait, disons, en 2012. Les militaires le refont encore en 2020. Nous sommes déjà à 4. J'ai un parti qui sort d'ici là qui va qui articule le Mali, le coup d'État dans l'ADN. Disons l'ADN du coup d'État. Bon, donc, bon, ne félicitons pas les militaires. Il faut toujours dire que l'intervention des militaires, disons, dans la politique, c'est quelque chose de grave parce que personne, aucun groupe, aucune association n'a les moyens d'interdire aux militaires, disons, de le faire chaque fois qu'ils le comprennent. Et quand on félicite, ben, ça leur donne des ailes. Donc ça, il faut le condamner, ce n'est pas une bonne chose. La CEDEAO, qui me pose la question, on peut dire la CEDEAO, mais également on peut dire, disons, l'Union africaine. Mais la situation du Mali devient compliquée, le peuple est derrière l'armée. On fait comment? Pas totalement derrière l'armée, puisque là on voit maintenant qu'il commence à y avoir des frictions. Puisque, disons, les mouvements, je veux dire, disons les responsables, disons, des opérations qui étaient à l'origine, disons, l'encouragement, disons, de l'armée sont aujourd'hui en train de critiquer parce que les militaires veulent que la transition soit assurée par un militaire. Donc là, il commence quand même à y avoir, disons, des problèmes. Et puis les populations, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Perte de critères. Les dirigeants, comme les peuples, doivent être liés par la loi. Et c'est d'ailleurs comme ça que les peuples mûrissent. Bon, il ne faut pas leur laisser la possibilité de dire, ben oui, ben, on a fait ceci, bon, on a après. Non, c'est pas comme ça. Ils doivent tirer les leçons de leur choix, c'est-à-dire qu'ils doivent être responsables. Si le peuple s'est mobilisé pour aller élire quelqu'un, tu comprends? Il faut qu'ils acceptent qu'ils ont commis l'erreur et qu'ils supposent cette erreur-là, disons, pendant la durée de mandat pour attendre la prochaine fois. Mais si on dit que chaque fois que le peuple, disons, ben, se sent mal, il faut changer. Ah non, là on est mal barré. Y compris en France, comme toutes les autres démocraties, c'est comme ça que ça se passe. Si on est allé élire, on ne peut pas dire qu'on a changé d'avis, qu'on doit attendre la fin. Le dirigeant est lié par ça, le peuple est lié par ça. Monsieur Moi, je le répète ça. Donc, pour revenir à la question de l'Union africaine, pardon, de la CEDEAO, y compris l'Union africaine, je l'ai dit à le secrétaire général de l'Union africaine, qui est un de mes anciens étudiants, M. Moussa Fekimah, j'ai dit enfin, ça je n'arrive pas à comprendre. Quand un dirigeant africain fait un coup d'État, c'est-à-dire modifie la Constitution, l'Union africaine ne dit rien. La CEDEAO était beaucoup plus sévère que l'Union africaine. Mais l'Union africaine ne dit rien. Nous avons vu ce qu'a été la position de l'Union africaine quand il y a eu le coup d'État de 1997 au Congo. La position de l'Union africaine quand, disons, Ali Bongo a fait son coup d'État, c'est tout ouvert au sud de tout le monde, tout le monde sait qu'il avait perdu. Quand Kadhafi était en train de prononcer, voilà. Et là, ils ont fait ce qu'on peut appeler, donc, disons, une alternance simulée, puis c'était une vraie alternance. Ben voilà, l'Union africaine n'a rien à dire. Et on peut multiplier. Aujourd'hui, disons, nous étions en train de parler de Ouattara, ben l'Union africaine dit, mais quand c'est un coup d'État militant, tu vois comment il y a eu, disons, en quelque sorte, la déchirure entre les peuples africains et l'Union africaine. Et bon, je mets entre guillemets la CEDEAO. Pourquoi je dis comme je mets entre guillemets? Parce que la CEDEAO, jusque-là, avait créé une jurisprudence. C'est comment ils ont pu arrêter le président Djamé. Oui, Djamé voilà. de la... Voilà. De la Gambie. De la Gambie, oui.
voilà, la CEDEAO s'est imposée. La CEDEAO s'est imposée. C'était même l'une de leurs forces, leur seule force. Exactement. Oui. Voilà. Tu sais comment également la CEDEAO a pris position par rapport à la question, disons, du Burkina Faso, quand il y a eu le coup d'État militaire, où on avait renversé celui qui assurait la transition. La CEDEAO s'est imposée. Et même là, sur la question de la Côte d'Ivoire, tout comme, je vais dire, disons, ce qui est en train de se passer en Guinée, ce n'est pas exactement la position de la CEDEAO, puis la CEDEAO, mais sauf qu'ils ont des moyens très limités. Donc, je serais tenté de dire sur cette question, la CEDEAO doit se donner les moyens d'imposer sa position, qui complexait quand même l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale, c'est la prédicatrice du continent. Exactement là. C'est la prédicatrice du continent. Du continent. Professeur, j'adore ce mot-là, mais on va revenir chez nous. Nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle, s'il y aura élection présidentielle. Mais j'avais prédit quelque chose, monsieur le professeur, il y a 3 ans, quand j'ai commencé Bakacho, après l'arrestation de Boukadia et du général Mokoko, j'avais dit que nous allons rentrer dans l'ethnicité. Quand je parle d'ethnicité, parce que j'ai eu Richard Oulung, dont je tiens à faire un coucou ce soir, il m'a dit « Bob, l'ethnicité au Congo, c'est les partis politiques. Si aujourd'hui vous montez un parti, le son. Si vous montez un parti, c'est les Moshi qui vont suivre les Moshi. Si vous montez un parti, c'est les Bembé qui vont suivre les Bembé. Si vous montez un parti, c'est les Congos qui vont être partis. » Et j'ai crié il y a 3 ans, monsieur le professeur, que c'était dangereux parce que nous allons laisser le boulevard au PCT si nous continuons ce comportement. 3 ans après, 8 mois avant l'élection, je vous parle de ça il y a 3 ans, monsieur le professeur, et voilà que nous nous retrouvons aujourd'hui avec le tribalisme extrême sur Facebook. J'ai une sœur à moi qui dit souvent, mais Facebook est abinoté, Facebook a batatan abinoté, Facebook a... Mais comment vous pouvez emmener vos problèmes privés, vos problèmes internes, sociaux sur Facebook du moment que nous avons un combat face à une démocratie voyou, délinquante, banditiste, comme j'ai l'habitude de dire, excusez-moi monsieur le professeur de ce terme. 8 mois avant l'élection, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Cette ethnicité, c'est quoi cet héritage que vous nous avez laissé? C'est quoi cet héritage que ces politiques nous ont laissé, monsieur le professeur? Parce qu'on ne comprend plus rien. Ils n'ont même pas 50 ans, comme vous. Je peux répondre? Oui. Bob, l'ethnicité, comme tu l'appelles, c'est l'expression, tu m'excuses, d'une mentalité pauvre. Une mentalité pauvre. Parce que, en réalité, mon cher Bob, je ne suis pas d'accord, disons, avec le point de vue de notre compatriote Itoni, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Ça ne tient pas debout. Je vais t'expliquer, mais je dis déjà ceci. Quels sont les 2 grands mots dans notre pays, mon cher Bob? J'ai donné une réponse à nos compatriotes, disons du Congo, qui avaient été les invités de France 24 le 15 août, le jour de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'ai dit ceci. Les 2 grands mots dans nos pays africains, pas seulement au Congo, mais dans nos pays africains, les 2 grands mots qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est premièrement le désir du pouvoir sans limite de ceux qui arrivent à faire. Le deuxième grand mal, c'est le pillage des complexités industrielles de nos pays. Quel est le rapport entre l'envie de pouvoir d'un individu et le privatisme? Bob, tu peux réfléchir 100 ans, tu ne trouveras pas de rapport. Il n'y a aucun rapport entre l'envie, par exemple, pour venir, disons, au cas spécifique de notre pays. Il n'y a aucun rapport entre, disons, l'envie, le désir, la fringale du pouvoir fléchir sur les 35 ans cumulés au pouvoir et le privatisme. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun rapport entre les milliers de milliards de notre argent que, disons, ces banques
appelle pas autrement, on est à l'étranger du tribalisme. Il n'y a aucun rapport Bob. Moi, j'ai l'habitude de dire, si M. Sassou Nguesso avait composé son gouvernement aux 2 tiers des membres de sa famille, mais que les Congolais avaient à manger et à boire, les Congolais se foutraient des affaires de tribalisme. Ils s'en foutraient. Tu vois le malentendu? Et les pauvres gens qui n'ont rien dans la tête sont de te dire tribalisme. Et ça, je veux dire, ça arrange le pouvoir. Ça arrange le pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit de celui de M. Sassou, n'importe qui. Donc le problème dans notre pays, le problème numéro 1, ce n'est pas le tribalisme, contrairement aux gens qui ont mis le tribalisme au cœur de la société politique congolaise. Ce n'est pas la bombe. Je l'ai dit au cours de la première émission de Madame Invité, j'ai dit non. Le cancer du Congo, ce n'est pas l'ethnisme, comme tu l'appelles, ce n'est pas le tribalisme. Le problème numéro 1, les 2 premiers problèmes de nos pays, c'est la fringale pour le pouvoir sans limite et ensuite le pillage. Donc ceux qui discutent, qui passent leur temps à discuter, disons, des ethnies, je m'excuse l'expression, c'est des imbéciles, parce que ce n'est pas ça. Disons, dans la réponse que j'ai donnée aux compatriotes, disons, à la suite de leur réponse, disons à M. Alain Foucault, j'ai dit ceci. La question de l'ethnie, c'est comme, disons, des pilleurs ou des criminels qui veulent atteindre une résidence et quand ils arrivent, la résidence est gardée par des chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur jettent des os badigeonnés de viande et puis les chiens vont là-bas, se disputent donc effectivement de l'os et eux, ils entrent tranquillement et puis ils tuent, ils pillent. Je veux dire, c'est la métaphore que j'ai trouvée la meilleure. Au moment où les chiens qui étaient en train de garder, c'est-à-dire les Congolais en l'occurrence, qui seraient censés effectivement s'impliquer dans l'État, dans la démocratie, etc., eh bien ils vont se laisser détourner par la question de l'ethnie, c'est-à-dire donc par l'os. Eh bien, disons, les bandits rentrent tranquillement et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Non, nous devons montrer que nous ne sommes pas des imbéciles quand même. Monsieur Félix Bakunda. Moi, cette affaire, disons, technique, tu sais, tu peux faire le tour, j'écris beaucoup. Je n'ai jamais abordé des questions, disons, pas des questions de caniveau, des ethnies, parce que je sais que ça n'a aucun sens. Bob, n'importe quel Congolais a des familles dans la plupart des ethnies du Congo. Qui a été à l'école, on peut comprendre que des individus qui n'ont pas, disons, en quelque sorte, ouvert les solidarités, quelqu'un qui n'est resté dans son même milieu, dans le même milieu, soit en train de penser que, oui, non, mais l'individu, les solidarités, ça se multiplie. D'abord, de par là où tu nais, à l'école, je veux dire au cours des voyages, tu montres de multiples solidarités. Au sein de ton travail, tu multiplies les solidarités. Qui peut soutenir que non, au niveau de son travail, il n'a pas des amis qui sont très semaines. Donc, en tout cas, monsieur le professeur, cette affaire d'ethnie, c'est un faux problème. Et pour revenir, je veux dire, pour le premier régime démocratique qu'on a connu, disons de 92. Mais bon, qui ne sait pas que l'histoire appartient à une ethnie effacée. Qui ne sait pas que l'histoire, moi je n'ai jamais rencontré un Zabi, à ma connaissance, je n'en connais pas. Et pourtant, au bout de 2 mois, on avait dit que c'est déjà le régime le plus tribaliste du pays. Ouais. L'Enzabi, oui, effectivement. Ouais. Moi, je n'en ai jamais rencontré, je n'en connais pas. Mais le régime, le premier qui est arrivé, je vais dire... Disons, ça c'est une belle réflexion. Belle réflexion. On a privé le tribalisme. Bon, j'ai dit, oui, les gens vont dire, oui, je passe à côté de la chose. On a l'habitude dans ce pays de parler de ce qu'on appelle la bande des 4, la bande des 5. Tu vois ce que je dis? Oui. Tu comprends ce que je dis? Oui, nous allons revenir dessus. Vous allez intervenir lundi prochain, le temps que je rentre dans les studios, parce que aujourd'hui, le décor et surtout l'endroit ne nous permet pas de rentrer dans les vifs du sujet. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Parce qu'après, effectivement, j'ai... Pourquoi, pardon, j'ai pas bien entendu, je dis non, nous allons reprendre lundi prochain parce que, comme j'ai dit, je l'ai annoncé tout à l'heure, monsieur le professeur, quand j'ai des sujets à comprendre, je vais vous appeler. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant que j'ai mon prochain invité? C'est des questions intéressantes et puis finalement, on n'a pas les achever, on y en a plus tard. Oui, on reviendra plus tard, effectivement. Donc, je disais, mon cher Bob, mon grand-père aimait me dire, ne peut voir les sorciers que quelqu'un qui est sorcier. Et moi, je ne cesse de dire, en réalité, les plus gros tribalistes dans ce pays, c'est ceux qui passent leur temps à parler du tribalisme.
Parce qu'ils trouvent le tribalisme partout. Partout. Bon, tu m'excuses, mais moi, je me pose la question de savoir quelles sont les origines de ceux qui ont été avec moi à l'université de Brasilie. Franchement, je te jure, je ne te dirai pas. Je peux peut-être dire oui, celui-là est originaire du Nord, mais je ne connais pas les ethnies de mes collègues. Je ne me suis jamais posé cette question. Jamais. J'ai un collègue qui me rendait visite, ou disons avec qui je me fréquentais. Puis c'est l'actuel secrétaire général, la présidente, en tout cas l'actuel secrétaire général, disons, du gouvernement. Bon, depuis 18 ans, c'est celui qui venait me voir et que j'allais voir. C'est le seul. Et si tu me poses la question de savoir quelle est son ethnie, bon, je sais qu'il est originaire du Nord, mais je ne pourrais pas te dire son ethnie. Je ne connais pas son ethnie. Donc, moi, j'ai tendance à voir la façon dont, effectivement, disons, les gens abordent les questions politiques à partir de l'ethnie. Je me dis, mais en fait, les plus gros tribalistes, c'est ceux qui commencent d'abord par, je veux dire, l'ethnie de quelqu'un pour aborder un phénomène. Et là, on est mal barré. On est mal barré. Voilà. Donc, pour moi, les plus gros tribalistes, c'est ceux qui abordent les questions politiques à partir du tribalisme. Ce n'est pas, disons, je veux dire, mon approche, parce que je sais qu'elle est fausse d'avance. Voilà. Et quand c'est comme ça, automatiquement, puisqu'on est tribaliste soi-même, on ne peut que voir le tribalisme partout. Donc, pour moi, c'est, je veux dire, l'approche des pauvres gens. Aussi simplement que ça. Merci, professeur. Donc, changeons d'autres façons de voir notre pays. Et puis, ben voilà, à ce moment-là, ben, si on n'arrive pas à se rendre compte que le gros problème de ce pays, c'est le pillage du pays. Le gros problème de ce pays, c'est le fait que ben, les gens, quand ils arrivent, ils se disent il faut 30, 40, 50 ans. Voilà. Et écoute, là, tu vois qu'on ben, est à côté de la plaque. Et complètement à côté de la plaque. C'était le professeur. Ouais, super, ouais. C'était un café avec. C'était le professeur Félix Bakunda dans Ebaka Show. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci Monsieur le Professeur. On se retrouve lundi du côté de Reims dans mes studios. Je pense que nous aurons le temps de développer. Comme vous avez compris, je suis à l'extérieur. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, bon début de semaine à vous Monsieur le Professeur. Merci. Merci de m'avoir invité. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Monsieur le Professeur. Je sais que je peux compter sur vous. Bienvenue à vous du côté des Ebaka Show. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le directeur le plus extraordinaire. J'avais un dernier invité. Il nous reste pas beaucoup de minutes. Diaf. Pourquoi Diaf? Parce que Diaf était à Brazzaville. Effectivement, j'ai entendu. Il s'est dit des choses dans Facebook. Il n'y a rien à plaindre. Oui, mais moi, j'ai apprécié le courage. Vous savez, moi, je ne suis pas allé enterrer mon père. Hein. Je ne suis pas allé enterrer mon père. Alors, quand je vois un monsieur comme Diaf... et je suis pas allé enterrer mon père, c'est pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit, non, c'est parce que je voulais pas. D'abord, lui-même m'a dit, ça sert à rien d'aller au Congo, c'est un monde de fou. Très chers compatriotes, encore une fois, bienvenue à vous du côté des Ebaka Show. On va essayer d'avoir Diaf, et après Diaf, Evra Nango, pour terminer cette émission, il nous reste plus beaucoup de temps. Ce qui est sûr, nous passons une belle soirée. Yvan Bokondas, bonsoir, 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 bonsoir à toi. Le direct le plus extraordinaire. Diaf une fois, Diaf deux fois, Diaf trois. Allô? Je suis indisponible. Bon, ben Diaf est indisponible. Votre message enregistré. Diaf est indisponible. Nous allons aller du côté d'Evra Nango. Très chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il fait tard. Bon début de semaine, je dirais bon milieu de semaine pour ceux qui nous suivent. Evra Nango. Evra Nango, parce que Evra Nango, j'ai voulu parler économie avec lui parce que je sais que Evra nous donne souvent des termes économiques. J'ai pensé que Evra Nango méritait un direct ce soir. Evra Nango du côté des Ebaka Show. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je puis me permettre. Ah ben voilà, vous voyez comme me sert le café. Je suis au café depuis, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Evra Nango pour terminer l'émission. Mais si Evra décroche pas, je vais vous dire au revoir. Et puis, ben oui, Evra Nango une fois, Evra Nango deux fois, Evra Nango trois fois. Très chers compatriotes, vous savez, le direct à l'extérieur, c'est pour ça que j'adore être dans mes studios. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir ce soir. Je voulais avoir nos amis, surtout Diaf. Diaf, je ne sais pas pourquoi son numéro ne marche pas. Diaf, si tu es en ligne, hein, tu peux me rappeler sur le numéro dont je t'appelle depuis tout à l'heure.
Très chers compatriotes, comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être ta personne, ne crains donc personne pour que ça fonctionne et l'engambona. Evra Dango, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais bon bébé, si nous n'avons pas Evra Dango, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons nous dire au revoir et je vous retrouve pour le meilleur des Bakacho. Je pense que le professeur a tout dit et surtout l'affaire Yokangenzi dans les Bakacho. Encore une fois, quel plaisir. Vous êtes bien sur mon numéro. Bon, ben, Evra Dango fermé. Diaf. Et pourtant, on avait rendez-vous. Je vais rappeler quand même Diaf, on va essayer, vous savez. J'aime bien les directs, hein, moi. C'est pour ça qu'on a toujours dit, la première personne doit être ta personne. Ne crains donc personne pour que ça fonctionne. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand on les voit main dans la main fumant le même mégot, alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir lui fouquer. J'ai dû m'enfuir. Pourquoi pas lui? Bonsoir à toi, Francis Moketo. Joker. Na le barina. Aux Andes, Joker. Allô? Diaf, je suis indisponible. Ah, il est indisponible. Diaf est indisponible. Hein. Je le fais en direct. Hein. Et après, il ne faut pas me dire Diaf est indisponible. Ben oui, ben. Et vous savez qu'il va qu'à chaud. Il a fait tellement chaud, j'ai commencé en retard. Diaf, je m'excuse. Hein. J'avais dit 21h que Bido, le quoi bois mindele, vous respectez Kaba R. Mais merci, monsieur le professeur, d'avoir pris le temps de comprendre que j'étais à l'extérieur avec une chaleur de 32 degrés. On ne pouvait pas aujourd'hui se permettre de commenter. Très chers compatriotes, pour terminer, je vais vous dire une chose. Vous savez, la vie, elle est courte. J'ai pris le temps d'écouter le professeur Félix, dont vous allez écouter régulièrement, parce que j'ai l'impression que je me sens à l'aise en échangeant avec lui. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous retrouver pour les prochaines émissions des Bakacho. Mais nous allons rentrer dans les phases décisives cette fois-ci. Vous avez vu, j'ai appelé Evra Dango devant vous, j'ai appelé Diaf parce que j'avais envie d'échanger avec eux. Mais l'actualité, elle est tellement intense, très chers compatriotes, et ça je l'avais prédit, hein. J'avais dit que cette diaspora va se casser la gueule. Cette diaspora va rentrer dans la bêtise. Cette diaspora va laisser le boulevard au PCT. Cette diaspora va être dans la merde. Et elle est dans la merde. C'est là où j'ai dit, bon, mon joker, Francis Moketo. Ah, Brunet Salabouni. Oyebi histoire. Bonne soirée. Du côté de la famille Moketo, ce que je peux vous dire, ouf, Koya Botagatabate. Koy Abotagatabate. Baïli. Et le petit n'a pas été. Bonne soirée.